En ce moment sur Booktube, c'est le florilège du Freakout, Mid-Year Freakout Tag, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je l'ai fait l'année dernière, où en gros, ça y est, ça fait plus de 6 mois que 2021 est entamé, on est à la moitié de l'année, et donc du coup on répond à des questions pour vous parler de nos lectures cette année. J'avais pas envie de vous parler de mes lectures parce que je trouve que je vous fais bien assez d'updates lecture comme ça et que je vous ai déjà parlé de ces livres. Et j'avais pas envie de répondre à des questions non plus. Du coup, j'ai décidé que pour changer un petit peu, j'allais vous parler de tous les films et de toutes les séries que j'ai regardées en 2021. Donc ouais, ça a littéralement rien à voir avec le tag de base. Du coup, premier disclaimer, je vais mettre tous les timecodes en barre d'infos en espérant qu'ils apparaissent sur la timeline juste en bas, mais ça marche une fois sur 10, donc je sais pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais en tout cas, tous les timecodes seront en barre d'infos parce qu'il y a des chances pour que je spoil des trucs. Donc s'il y a des séries ou des films que vous n'avez pas vus, des séries sur lesquelles vous n'êtes pas à jour, et quand je parle pas à jour, je ne parle pas que de la dernière saison en date, mais de celle d'avant également, parce qu'on sait jamais, il y a des trucs qui peuvent me sortir. Je pense principalement à The Bold Type, ça on va en discuter. Voilà, si jamais vous n'êtes pas à jour et que vous ne voulez pas être spoilé, sautez des passages, voilà. Tout sera en barre d'infos, parce que je sais à quel point c'est chiant de se faire spoiler. On commence par les films. Le premier film que j'ai regardé, c'est Shadow in the Cloud. Vous allez aussi voir que je suis également très nulle pour faire les résumés des films que pour les résumés des livres. Shadow in the Cloud, c'est l'histoire d'une femme dans l'armée qui doit faire passer un colis d'un pays à un autre et qui pour ça se retrouve dans un avion avec que des hommes. Le souci de cet avion, c'est qu'il va se faire attaquer par ce qu'on appelle des gremlins. Alors apparemment, les gremlins, c'est une sorte de légende urbaine dans l'armée ou quelque chose comme ça, où en fait, ce sont les soldats qui étaient dans les avions qui étaient persuadés de voir des monstres sur les ailes de leurs avions, qui étaient persuadés de voir, et ils ont appelé ça des gremlins. Dans ce film, les gremlins existent et vont attaquer cet avion, un avion qui tombe déjà en miettes, mais hardcore. Pas le film le plus intelligent de l'année, c'est pas le film, c'est un film où il y a des scènes d'action où elles sont impossibles à réaliser, enfin, tu peux pas te battre comme ça contre un gremlins ou survivre à cette cascade dans la vraie vie, mais une fois que tu as accepté que c'était juste ça, c'est juste ça, je trouve que Chloé Grace Moretz joue très bien. Moi j'aime beaucoup cette actrice, même si j'ai pas vu tout ce qu'elle avait fait. Et j'ai beaucoup aimé le fait que la caméra, enfin la narration du film soit centrée uniquement sur elle, parce qu'en plus de parler beaucoup de misogynie et de sexisme dans l'armée, il y a un moment où elle se retrouve enfermée dans l'espèce de cabine où il y a la mitraillette, alors vous allez voir que je sais pas du tout de quoi je parle, hein, où il y a la mitraillette, elle se retrouve enfermée là-dedans, sans être donc avec les hommes qui sont autour d'elle, et donc elle ne les voit pas. Et comme elle ne les voit pas, il y a une grosse partie du film qui se passe uniquement centrée sur elle, où tout ce qu'on a des informations de ce qui se passe au-dessus dans l'avion, c'est via radio. Et encore, à un moment, il lui coupe la radio, donc on ne sait rien de ce qui se passe, et on voit seulement ce qu'elle imagine qu'il se passe au-dessus d'elle. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Le deuxième film que j'ai regardé, c'est le dernier Jumanji. Alors moi je fais pas partie des gens qui ont craché sur le reboot de Jumanji, je fais pas partie des gens qui crachent sur les reboots, ou sur les sequels, prequels, tout ce que vous voulez. Je pars du principe que oui, ce serait mieux d'avoir de nouvelles histoires originales, mais je pars également du principe que tant qu'on n'a pas vu le film, ça sert à rien de cracher dessus parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Et moi, quand ils ont refait Jumanji, qui est en réalité plus ou moins une suite de Jumanji original, j'avais pas craché dessus parce que Nick Jonas au cinéma, moi ça m'intéressait plutôt bien, et quand je l'ai vu, bah j'ai plutôt bien aimé. C'était pas le film de l'année, c'était pas l'humour le plus voilà qui soit, c'est Dwayne Johnson et Jack Black, hein, c'est pas non plus, et Kevin Hart, c'est pas forcément un humour qui moi me parle plus que ça, mais voilà, et bah j'ai bien aimé. Et cette suite était évidemment très en dessous, et j'ai pas aimé en dehors de Nick Jonas parce que je trouve qu'il est parfait dans ce rôle. Je trouve que Nick Jonas peut être un très bon acteur comme il peut être un acteur en lequel on ne croit pas du tout. Genre dans Scream Queens, on n'y croyait pas une seule seconde. Dans Careful What You Wish For, on n'y croyait pas une seule seconde. Dans Chaos Walking, dont on va reparler, on n'y croyait pas une seule seconde. Mais alors dans Kingdom, par exemple, il était super. Et dans Jumanji, je trouve qu'il est super.
Donc oui, c'était principalement la petite fan en moi de Nick Jonas qui a regardé ce film. J'ai ensuite regardé Captain Marvel. Alors ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que les Marvel, c'est pas trop mon truc. Moi, mon truc, c'était principalement Wolverine, pas forcément les X-Men, Wolverine et donc les Marvel, à part quelques-uns que j'aime bien. Je suis pas fan et j'ai regardé plusieurs Marvel cette année, pas beaucoup, hein, il y en a 3-4. Et Captain Marvel, j'ai absolument pas accroché, ce qui est dommage parce que je trouve que justement dans une licence aussi énorme, on n'a pas assez de films centrés principalement sur des femmes, et principalement sur des femmes qu'on veut fortes, d'avoir des vrais personnages forts qui sont traités comme les personnages masculins. Et c'est pas que j'ai trouvé qu'elle n'était pas traitée comme un personnage masculin, mais c'est que j'ai trouvé qu'elle était pas intéressante en fait. Son personnage m'a littéralement rien fait ressentir. J'en avais pas grand chose à faire. J'ai ensuite regardé Ready or Not et ça j'ai adoré. Ready or Not, c'est l'histoire d'une mariée qui va se battre pour sa vie parce qu'il se trouve que dans la famille qu'elle vient d'épouser, la famille de son mari, le soir du mariage, il faut faire une soirée-jeu. Et dans cette soirée-jeu, il y a un cache-cache. Et le but de ce cache-cache, c'est que la mariée se cache et survive jusqu'au matin parce que toute la famille est en train de la hanter avec des arbalètes, des machins... des flingues, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de buter la mariée, en fait. Elle, il va falloir qu'elle survive. Et c'était trop bien. Il y a des passages un peu gore, mais en même temps, moi, je suis très sensible, en fait. La moindre goutte de sang, je trouve ça gore. Donc, du coup, la luminosité est vraiment pas agréable, pas super, hein, je suis désolée. Des passages un peu gore, mais moi le moindre truc, je suis très sensible, donc du coup peut-être que c'était pas si gore que ça, mais c'était drôle, c'était divertissant, et encore une fois, men are trash. Je suis désolée, mais son mari, il savait qu'il était possible qu'elle tire cette carte de cache-cache, il savait qu'il était possible que ce soir-là, ils doivent tuer sa femme. Du coup, pourquoi tu l'épouses ? Parce qu'elle ne le savait pas, elle. Elle est arrivée là en se disant « Oh, je vais faire une soirée-jeu avec la famille un peu bizarre que j'aime pas trop, mais je vais faire une soirée-jeu, ça va être sympa et tout, voilà. » Et elle apprend qu'elle va se faire buter. Enfin... Son mari inclus, en fait. Et son mari qui savait et qui aurait pu soit lui dire la vérité, soit ne pas l'épouser, en fait. T'étais pas obligé de l'épouser. L'autre qui s'excuse pendant 5 minutes. Non, je suis désolée, t'es un connard. J'ai ensuite regardé Dark Phoenix des X-Men et non. C'est-à-dire que, je suis désolée, mais moi depuis qu'ils ont reboot X-Men, je trouve que la licence n'a plus aucun intérêt. Je suis floue, c'est incroyable. Depuis qu'ils ont rebooté X-Men, en dehors de James McAvoy que j'aime bien en Professeur Xavier, je trouve que la saga, que les films ont aucune saveur. Et ce film-là, c'était vraiment les tréfonds du tréfond de l'ennui. J'ai ensuite regardé le dernier Charlie's Angels. Et contrairement à ce que tout le monde pense, moi j'ai pensé que c'était un film absolument génial et que c'était un film qui vraiment respectait les Charlie's Angels avec lesquels moi j'ai grandi, donc les films, j'ai jamais vu la série, et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon film qui allait très bien dans la continuité des films qu'on avait regardés. C'était beaucoup moins sexualisé que les 2 premiers films avec Lucy Liu, Cameron Diaz et Drew Barrymore, qui sont les films avec lesquels j'ai grandi et des films que je connais par cœur. Et honnêtement, la dernière version, c'est pas seulement mon énorme crush sur Kristen Stewart qui fait dire ça, c'était génial. J'ai adoré, j'ai rigolé, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient super, que les personnages étaient incroyables. J'ai beaucoup aimé, c'était du très bon divertissement. Et rien que d'en parler, j'ai envie de le re-regarder. Ensuite, un autre Marvel, j'ai regardé Ant-Man. Moi, Ant-Man, j'aime beaucoup. Mais j'ai vu que le premier. À la base, j'ai re-regardé Ant-Man, que j'avais déjà vu, parce que je voulais regarder Ant-Man et la guêpe. Et au final, j'ai pas encore regardé Ant-Man et la guêpe. Mais j'aime beaucoup Ant-Man. Je trouve que pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages de Marvel. Allez pas croire que j'ai jamais regardé un seul Marvel. Hein. Je les ai presque tous vus, presque. Parce qu'en fait, je pense qu'il y en a quand même plein que j'ai pas vu. Mais j'en ai vu une bonne partie et non. Ant-Man. J'aime beaucoup Ant-Man. Ensuite, j'ai regardé Raya et le dernier dragon, Raya and the Last Dragon. Je suppose que ça a été traduit, c'est le dernier Disney, la dernière princesse, entre guillemets, Disney, parce que c'est pas vraiment une princesse. C'était incroyable, ça. C'était du haut niveau. Je pense que c'est la nostalgie qui fait dire aux gens que les derniers Disney sont moins bien que les précédents, enfin que les vieux. Parce que moi, je trouve que depuis Réponse, moi, j'aime pas trop aimer la Reine des Neiges, mais que depuis Réponse, les films sont d'une qualité mais incroyable. Pour moi, Réponse, Moana, Raya et Rebelle, d'ailleurs, il y a eu Rebelle, je sais plus si c'était avant Réponse. Pour moi, ces 4-là, mais c'est les meilleures princesses Disney avec Mulan. J'aime beaucoup Mulan. Mais
pour moi, ce sont les meilleures princesses Disney. Ce sont les plus badass, ce sont celles qui ont le moins d'histoires d'amour mises en avant, parce que Réponse sort quand même avec quelqu'un à la fin, mais que les histoires d'amour sont les moins mises en avant, où elles sont courageuses, où elles ont peur de rien. Et Raya, c'est le top du top. Ce film est drôle, ce film est... Les scènes où ça se bastonne, c'est incroyable, l'histoire est super, et le personnage de Raya a des défauts, des vrais défauts, mais elle est également super courageuse, super forte. Elle est surtout animée par la vengeance, ce que je trouve assez intéressant. Et c'était génial, on l'a regardé avec ma petite sœur, et franchement, on a passé une soirée mais incroyable. Ensuite, j'ai regardé le documentaire de Billie Eilish, The World is a Little Blurry. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé, même si bon, il y a beaucoup de trigger warning à mettre là-dessus, hein, parce que ça parle principalement, en plus de sa carrière, en plus de comment elle en est arrivée, là où elle en est arrivée avec son frère, de tout ce qu'elle a accompli, ça parle aussi beaucoup d'une relation amoureuse assez toxique quand même, enfin, ou en tout cas elle a été énormément blessée. Elle parle d'automutilation, de dépression et de suicide énormément. Et ça m'a énormément touchée. Beaucoup de personnes l'ont trouvée superficielle, genre vraiment très en surface. J'ai pas trouvé en fait, mais c'est peut-être parce qu'au final je me concentrais plus sur sa musique que sur la personne qu'elle était, et que donc tout ça je ne le savais pas. Mais c'était, enfin, on voit vraiment en fait qu'elle aime partager son art et tout ça, mais qu'elle aime pas forcément comment l'industrie fonctionne, ou en tout cas comment l'industrie essaye de la faire rentrer dans un moule. On voit à quel point elle est perfectionniste. Par exemple, quand elle a des problèmes de cheville, par exemple, et il y a un concert où elle est tombée et où elle s'est fait mal à la cheville, et elle ne voulait plus retourner sur scène en plein milieu du concert parce que ça y est, en fait, on l'avait vue vulnérable et surtout elle avait raté quelque chose sur scène et donc elle ne voulait plus retourner. Il a fallu que son équipe la supplie, en fait, pratiquement de retourner sur scène. Il y a un concert où elle s'est trompée dans une chanson sur les paroles, elle a oublié les paroles. Et en sortant de scène, mais juste sur une chanson, et en sortant de scène, en fait, elle était tellement déçue et elle l'a tellement vécu comme un échec qu'elle en avait rien à faire que les gens lui disaient que le concert était incroyable, que les critiques sur internet disaient que le concert avait été phénoménal. On la voit être complètement coupée du monde dans sa bulle, en pleine spirale, je sais pas comment dire, où on a l'impression qu'elle ne voit plus rien, on a l'impression qu'elle n'est plus là. Tout le monde autour d'elle lui dit que c'était incroyable, mais elle ne voit que cet échec où elle a oublié les paroles, et je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Il y a aussi un moment où sa mère entre dans sa chambre, à elle et son frère, dans la chambre de son frère je crois, où ils sont en train d'écrire une chanson, et où elle est clairement en train d'écrire dans une chanson qu'en fait elle veut se suicider, et sa mère lui demande « mais enfin, t'as pas peur de parler de ça, tu te penses pas que je devrais m'inquiéter en fait, que tu parles de ce genre de choses, tout ça ?» Et où elle lui dit « le fait d'en parler dans mes chansons, c'est ce qui m'empêche de le faire ». Donc elle parle énormément de dépression et elle mentionne également l'automutilation. Elle nous montre ses carnets où vraiment c'est très sombre ce qui se passe dans ses carnets. Et j'ai trouvé que c'était très courageux en fait de sa part de se montrer aussi transparente et aussi naturelle entre guillemets. Enfin vraiment genre la Billie Eilish en fait. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a un peu trigger et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je trouve qu'en fait les documentaires de stars, de célébrités ne vont jamais aussi loin, que ce soit Billie Eilish ou le documentaire de Demi Lovato, Dancing with the Devil. Je trouvais que ces deux artistes sont allés vraiment très loin dans qui elles étaient et pour exposer comment elles en étaient arrivées là et les horreurs qu'elles ont traversées pour en arriver là. Et aussi triste que ce soit, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai ensuite regardé My Salinger Year ou My Salinger Year, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça se prononce, le nom de cet auteur. Il me semble que c'est l'auteur de La Trappe-Cœur. Si jamais Pauline passe par là, elle pourra me dire si j'ai tort ou raison. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va travailler pour l'agent littéraire de Salinger, qui est un auteur, et qui va donc travailler pour l'agent littéraire de cet auteur, alors que elle, son rêve, c'est d'écrire également. Il me semble que c'est de la poésie qu'elle veut écrire. Et l'une de ses principales tâches dans ses journées, et qui rythme ses journées, c'est de déchirer, de faire des copeaux de papier de toutes les lettres que les fans envoient à Salinger, ou Salinger, je sais pas. Et voilà, et c'est un film très lent, très doux, très calme, où il se passe pas grand chose, mais j'ai beaucoup apprécié. Je vais pas vous mentir, la raison principale pour laquelle j'ai regardé ce film, c'est Douglas Booth.
Douglas Booth me ferait regarder n'importe quoi. Douglas Booth peut jouer un personnage secondaire qui est un vrai connard, un vrai mâle toxique, homme toxique dans une relation, voilà. Je regarderai et j'ai regardé. Et j'ai beaucoup aimé sa performance et j'ai beaucoup aimé le film également. Ensuite, j'ai regardé Chaos Walking avec Tom Holland et Nick Jonas et Daisy Ridley, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et celui qui joue le maire aussi, il est connu, je sais pas comment il s'appelle. Chaos Walking, c'est l'histoire d'un monde où il n'y a que des hommes sur une planète étrangère qui n'est pas la Terre. Il n'y a que des hommes parce que toutes les femmes sont mortes, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, les hommes, toutes leurs pensées se révèlent au grand monde. En fait, on entend leurs pensées, n'importe qui peut entendre leurs pensées. Leurs pensées se matérialisent autour d'eux en tant que son, mais aussi des fois en tant qu'image, en tant que tout ça. Et donc, il faut savoir contrôler sa pensée. Et un jour, une femme apparaît. Le personnage de Tom Holland rencontre une femme, la première femme, et il se trouve que cette femme, on n'entend pas ses pensées. Et toute l'histoire commence par là où il faut chasser la femme, il faut retrouver la femme. Il y a toute une histoire un petit peu de vie extraterrestre et tout ça. J'ai pas forcément accroché. Je vais me faire taper sur les doigts si jamais j'ai des amis qui passent par là. Justine, je pense à toi, je suis désolée, mais je ne trouve pas que Tom Holland est un bon acteur. Je le trouve plutôt bon en Spider-Man parce que il joue un ado, il joue voilà, mais quand il joue des rôles plus adultes comme Chaos Walking, je le trouve pas crédible. J'apprécie pas non plus vraiment les performances de Daisy Ridley, ou Ridley, je sais pas comment on dit. Et grande fan de Nick Jonas, qui trouve qu'il joue bien dans plein de trucs, mais là-dedans, il était d'un fade. Mais puis il sert à rien, hein. Son personnage il serait pas là, ce serait la même chose. Donc je pense que j'aurais dû me pencher vers le livre plutôt que le film, parce que c'était pas intéressant. Enfin, le dernier film que j'ai regardé avant-hier, c'était Radium Girls. Alors il y a sûrement eu plusieurs films, plusieurs romans, plusieurs histoires là-dessus. J'ai regardé la version du film avec Joey King, qui joue dans The Kissing Booth. Parce que Joey King, en dehors de The Kissing Booth, où je trouve son jeu pas terrible et où je trouve ses films pas terribles du tout non plus, je trouve que Joey King est une excellente actrice. Je vous conseille de la voir dans The Act. Mais Radium Girl, ça parle de l'époque où on pensait que le radium était bon pour la santé et donc on foutait du radium dans tout et n'importe quoi, les cosmétiques, les boissons, les vêtements, tout ce que vous voulez. Et on parle donc de vraies femmes, d'une vraie histoire qui s'est passée, qui travaillaient dans une entreprise qui travaille avec le radium, je ne saurais pas comment dire, où leur boulot c'était toute la journée de dessiner les cadrans des montres pour faire des montres qui brillent dans le noir. Et donc ce qu'elle faisait toute la journée c'était tremper la peinture, le radium, lécher le pinceau pour l'affiner et faire le numéro. Donc toute la journée elle faisait ça, elles disent Deep Leak Paint, Deep Leak Paint. C'était tout ce qu'elles faisaient toute la journée et au bout d'un moment elles ont fini par tomber malades les unes après les autres, à mourir les unes après les autres, et ça part jusqu'en procès en fait, parce qu'elles se rendent compte que l'entreprise était quand même plus ou moins au courant de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est une histoire vraie, maintenant je ne sais pas à quel point la série s'est inspirée de cette histoire et des libertés qu'ils ont pris. J'ai trouvé que c'était pas le meilleur film de Joey King. Et j'ai trouvé que c'était pas le meilleur film de tout le monde en fait, parce que je connais beaucoup des actrices qui étaient dans cette série, j'avais l'impression de toutes les avoir déjà vues. Et j'ai pas... Voilà, c'est un film qui se regarde comme ça, qui se regarde plus comme un téléfilm que comme un film, tout ça. Ça reste une histoire incroyable et une histoire injuste et une histoire vraie, mais le film m'a pas plus que ça transcendé. J'ai très envie de lire la bande dessinée de Si. Je crois que c'est ça son nom de plume. Ça par contre, ouais, depuis que cette BD est sortie, j'ai vraiment envie de mettre la main dessus. J'avais commencé à lire les premières pages en aperçu sur internet et j'ai très envie de lire cette BD. Je vous ai pas montré, hein, mais en fait je me base sur mon bullet journal. Donc ça c'est les films que j'ai regardés et ça c'est les séries que j'ai regardées. Donc du coup là je viens de faire 20 minutes de blabla uniquement sur ça. On est parti pour le double du coup. Parlons maintenant de séries. J'ai regardé la dernière saison avec ma petite sœur, pile quand elle est sortie, The Chilling Adventures of Sabrina, la dernière saison de Sabrina, et on n'a jamais, je crois, été aussi déçus d'une série de toute notre vie. Genre, cette fin était nulle. Déjà que la saison 3 était vraiment pas top. Pour moi, les aventures de Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina, ça aurait pu rentrer vraiment dans ces séries qui ont fait notre pop culture, dans ces séries vraiment incroyables. Les 2 premières saisons,
C'était un truc de malade. J'ai trouvé que cette série avait une ambiance et un casting incroyable. Je veux dire, autant on peut détester le personnage de Sabrina et la trouver chiante, tout ce qu'on veut. L'actrice de Sabrina, c'est Sabrina. C'est elle. Et l'actrice de Harvey, parce que j'aime beaucoup Harvey, Ross Lynch, c'est Harvey. Genre pour moi, ils ont tous... C'était un casting parfait. L'acting est parfait, les performances sont parfaites, la musique, la façon dont c'est filmé, les couleurs et tout. Et à partir de la saison 3, on ne sait pas trop ce qu'ils ont décidé de faire. Dans la saison 3, ils ont décidé déjà de faire de la série une comédie musicale. Ça a été un flop total. Déjà que l'intrigue était pas exceptionnelle. Perso, moi j'ai bien aimé l'intrigue de la saison 3, mais ça valait pas les deux autres intrigues. Mais alors la musique, ça a tout gâché. Surtout que la plupart, ils chantaient faux. Puis ça servait à rien. Et comme ça marchait pas, dans la saison 4, ils ont complètement oublié, ils ont arrêté. Et puis voilà, on va faire comme si rien de tout ça n'existait. Saison 4, qui normalement aurait pas dû être la dernière, mais ils ont été annulés. Donc ils ont dû rusher la fin. Et je suis désolée, mais cette fin était nulle. La série était pleine d'incohérences, la saison était pleine d'incohérences. Et cette fin, déjà moi je leur en voudrais toujours d'avoir fait un Lucifer aussi fade et aussi inintéressant, alors que dans les 2 premières saisons, Lucifer c'était quand même le grand méchant qu'on attendait absolument. C'était la menace dans l'ombre, c'était la menace qui approchait, et à partir du moment où on le rencontre, j'ai su que ça allait être une déception totale. Moi, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime beaucoup les représentations de Lucifer dans les livres, dans les séries et tout ça. Je suis peut-être un peu biaisée parce que moi, mon Lucifer préféré, ça reste celui de la série Lucifer dont on va parler. Pour moi, c'est lui la meilleure représentation de Lucifer parce que je suis vraiment tombée en amour de cette série. Mais je pensais pas qu'une série aurait pu me donner un pire Lucifer que Supernatural, parce que moi je suis désolée, mais le Lucifer de Supernatural, je ne sais pas ce que vous lui trouvez, je le trouve horrible, je le trouve sans intérêt, je le trouve pas intéressant, je déteste ce personnage, on va être simple en fait. Et je pensais pas qu'il était possible qu'une série, surtout une série qui avait fait un build-up de malade sur ce méchant, m'offre un Lucifer aussi inutile. Nick Scratch, je suis désolée, mais il m'intéresse pas non plus. Father Blackwood, il est passé du super vilain, super stylé, super voilà, à un mec dont tout le monde se fout. Enfin, je veux dire, cette fin était nulle. Et je suis désolée, mais on va parler de la toute fin, vraiment genre gros spoiler, où Sabrina meurt. Alors le fait qu'elle meure, moi ça ne me dérange pas, mais on va quand même parler du fait que son petit ami s'est suicidé pour pouvoir la retrouver au paradis. C'est pas romantique. Je suis désolée. C'est... non. Je n'accepterai pas ce genre de fin. Pour moi, cette saison n'existe pas. J'ai regardé la première saison de Bridgerton, alors on va essayer d'aller vite là-dessus. J'ai trouvé ça sans intérêt, inintéressant. Je ne comprends vraiment pas ce qui vous a plu dans cette série. Si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Et je pense important quand même de rappeler que, je sais plus dans quel épisode, Daphné viole Simon. C'est un viol. J'ai ensuite regardé la saison 2 de Dickinson. Si vous n'avez toujours pas regardé Dickinson, il faut absolument regarder Dickinson. C'est une série incroyable sur la poétesse Emily Dickinson. Quoique je pense que les libertés sont très grandes parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes. L'humour est incroyable, c'est super bien écrit. Ellie Steinfeld est géniale dans ce rôle. Wiz Khalifa dans la mort, pour jouer la mort, je trouve ça génial. Tous les acteurs sont super bons. On a Emily Dickinson qui est une femme queer. On parle un peu de racisme à partir de la saison 2. Je me souviens plus si c'était dans la saison 1 aussi. Mais on parle de racisme. Là-dessus, je ne peux pas vous dire si c'est bien fait ou pas, n'étant pas concernée. Mais je trouve que la série est incroyable. Et c'est tellement drôle, c'est hilarant, ça se regarde très vite. Et pour moi, c'est une des meilleures séries qu'on nous ait données ces dernières années. J'ai regardé la saison 2 de l'incroyable playlist de Zoé et je m'en moque de ce que vous ayez à dire sur cette série parce que pour moi elle est géniale. L'incroyable playlist de Zoé d'ailleurs a été annulée, il n'y aura pas de saison 3, mon cœur est brisé, mais j'admets que la fin de la saison 2, bien que ce soit une fin très ouverte, la fin de la saison 2 peut être une fin. Mais on est quand même un petit peu sur notre fin quand même, on aimerait bien savoir la suite. L'incroyable playlist de Zoé, c'est l'histoire de Zoé qui, après
avoir passé un IRM à un moment au moment d'un tremblement de terre, je crois, se retrouve avec un super pouvoir. Ce super pouvoir, c'est qu'elle peut entendre les pensées des autres au travers des chansons, c'est-à-dire que si vous êtes triste, elle va vous voir faire une performance d'une chanson super triste avec des danseurs, avec tout ce que vous voulez, genre vraiment des grosses scènes de comédie musicale, mais il n'y a qu'elle qui peut le voir, vous n'êtes pas vraiment en train de danser. Et du coup, son rôle, c'est de faire en sorte de régler les problèmes des personnes qu'elle entend chanter. En dehors de ça, elle a énormément de choses à gérer personnellement parce que elle est au milieu d'un triangle amoureux. C'est pas le plus intéressant, mais les deux mecs chantent très bien, donc c'est pas grave. Mais également, elle essaye de monter les échelons à son travail. Et le plus gros souci qu'elle traverse, c'est que son père est en train de mourir. Son père est atteint d'une maladie qui le cloue dans le canapé et qui fait qu'il n'est plus capable de communiquer avec sa famille et que bientôt, on le sait, il va mourir. Même si on peut voir des petites améliorations parfois, même si tout ça, il va mourir. Elle doit faire face à ce deuil qu'elle ressent avant même que son père soit parti. Ça peut, je pense, trigger des personnes concernées. Et c'était une très belle histoire. C'est pas une série... Moi, je pensais rentrer là-dedans comme dans Glee, vous savez, des comédies musicales, un truc un peu loufoque. C'est une série qui fait pleurer. C'est une série qui joue énormément sur vos émotions, que ce soit sur cette histoire-là ou sur d'autres histoires, comme le père de Simon qui s'est suicidé, par exemple, ou Mo, qui est un personnage queer et qui doit faire face à au fait qu'il est queer et à la queerphobie et à ce qu'il ressent dans son église, principalement parce qu'il adore aller chanter à l'église. Voilà. Il y a énormément de storylines comme ça. Il y a plusieurs épisodes sur le racisme, par exemple, au sein de la société où il travaille. Et voilà, c'est des épisodes qui veulent pas que vous faire rire, ça veut vous faire réfléchir aussi. Et les numéros musicaux sont incroyables. Et ce qui est drôle, c'est que en dehors de quelques-uns des acteurs qui chantent extrêmement bien, comme Skyler Austin, l'acteur qui joue Simon dont j'ai oublié le nom, et l'acteur qui joue Mo dont j'ai également oublié le nom, qui jouait Unique dans Glee. En dehors de ces trois-là qui ont des voix de malades et qui chantent incroyablement bien, les autres n'ont pas des voix si tip-top que ça. Enfin, c'est pas des grands chanteurs. Lauren Graham, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, que vous connaissez pour avoir été Lorelai dans Gilmore Girls, joue très bien, mais elle ne chante pas si bien que ça, c'est pas si ouf que ça. Et pourtant, c'est drôle en fait. Je trouve ça intéressant d'avoir également mis des acteurs dont la première occupation n'est pas de chanter. J'ai ensuite regardé la saison 3 de American Gods. Je vais pas à nouveau vous parler de la saison 3 de American Gods parce que je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'était incroyable, c'était génial, c'était une des meilleures séries qu'on ait eues ces dernières années et ça a été annulé. On n'aura pas de saison 4 et là on n'est pas en fin ouverte ou quoi que ce soit. On est sur un énorme cliffhanger en fait. Je suis dégoûtée et je ne verrai plus Emily Browning sur mon écran une fois par semaine et ça... J'ai ensuite regardé Lupin, la saison 1, enfin la partie 1 et la partie 2 qui est sortie beaucoup plus tard avec Omar Sy. Je ne pense pas avoir besoin de vous parler de cette série parce que je pense que tout le monde l'a vue et je trouve ça génial qu'on ait des séries françaises qui s'exportent à l'étranger. Et que Omar Sy est un excellent acteur et Omar Sy est incroyable dans cette série. J'ai beaucoup aimé et d'ailleurs je trouve que, je sais pas si c'est parce que lui est trop bon par rapport aux autres ou quoi que ce soit, on crache beaucoup sur les acteurs français qui sont pas terribles, mais je trouve que c'est vraiment pas terrible le jeu d'acteur en dehors de Omar Sy qui est super. Je trouve que le jeu d'acteur est très en dessous et j'arrive pas à savoir si c'est parce que nous en France on sait pas jouer ou parce que vu qu'Omar Sy est incroyable, n'importe quelle performance semble très en dessous à côté de lui. J'ai ensuite regardé la première saison de Walker avec Jared Padalecki, première saison qui est toujours en cours et j'ai l'impression que cette saison est interminable. Il y a des pauses de 2-3 semaines, tous les 3 épisodes. Je sais pas si c'est avec le Covid qui fait que ça a ralenti beaucoup de choses, qu'ils n'ont pas pu tout filmer, qu'ils n'ont pas pu tout ça, sachant qu'ils ont en plus été renouvelés pour une saison 2. Mais je trouve cette saison interminable. Je sais même pas où on en est là. C'est un remake de Walker Texas Ranger, cette fois avec Jared Padalecki, que l'on a connu dans Gilmore Girls, mais également dans Supernatural. Je devais suivre Jared dans ses prochains projets, même si j'étais absolument pas emballée par cette histoire de Walker. Et en fait, je trouve ça plutôt sympa. C'est pas extraordinaire, mais ça se laisse regarder. Il y a également l'actrice de The 100 que j'aime beaucoup et que je trouve
très bonne dans ce rôle-là, et l'acteur de Pretty Little Liars qui jouait, pour moi, le seul personnage qui valait le coup avec le personnage de Spencer. Il jouait Toby. Enfin bref. Et oui, c'est sympa, ça se laisse regarder. C'est l'histoire de Walker qui revient à la maison où il n'a pas passé ces derniers mois parce qu'après la mort brutale de sa femme, dont il a beaucoup de mal à faire le deuil, il est allé faire une mission en couverture et maintenant que tout ça est terminé, il rentre à la maison. Et revenir à la maison, redevenir un ranger, redevenir tout ça, où tout a changé, où tout le monde a changé, et où lui n'a jamais été très doué pour suivre les règles, c'est difficile, et c'est une série sympa à regarder. Voilà, c'est pas la série de l'année, est-ce que je vous la recommande chaudement? Non, mais si vous avez rien d'autre à regarder, ça passe. Puis Jared Padalecki, quoi. J'aime tellement cet acteur. J'ai ensuite regardé la saison 2 de Selena plus Chef. Alors ça, je sais pas trop si on peut compter ça comme une série. C'est tout simplement Selena Gomez qui, en quarantaine, a décidé d'apprendre à cuisiner et qui donc, en visioconférence, apprend à cuisiner avec des grands chefs de la cuisine partout dans le monde. Chacun dans leur cuisine, par écran interposé, ils cuisinent ensemble des plats dont les cuisiniers et cuisinières sont les spécialistes. Et ce qui est très drôle dans cette petite série, si on peut dire comme ça, dans cette émission, c'est que Selena n'est pas très douée en cuisine. Elle a une très belle cuisine, elle a tout le matos qu'il faut, mais alors, elle n'est pas très douée. Donc non seulement c'est intéressant de voir quelqu'un qui ne sait pas cuisiner faire de la cuisine, non seulement c'est intéressant de voir Selena Gomez aussi, parce que j'aime beaucoup Selena Gomez, mais en plus c'est très drôle de la voir manquer de s'éclater un doigt à chaque fois qu'elle essaie d'utiliser un couteau, de la voir ne pas comprendre ce qu'en face on lui raconte, voilà, c'est très drôle, ça, je pense que je serais encore plus dans la galère qu'elle, de la voir foutre le feu à son four par exemple. Et à la fin, les cuisiniers et cuisinières parlent d'une association qui leur est chère et Selena fait un don à cette association. Et en plus, on apprend des trucs en cuisine que je ne referai pas parce que je déteste cuisiner, mais on apprend des trucs. La luminosité, c'est vraiment n'importe quoi dans cette vidéo. J'ai ensuite regardé les saisons 7 et 8 de Skam. Skam, à la base, c'est une série norvégienne qui se base tout simplement sur un groupe d'amis dans un lycée norvégien, et chaque saison est centrée sur un personnage. La série norvégienne est allée jusqu'à 4 saisons, s'est fait annuler je suppose après 4 saisons, et une fois cette annulation, beaucoup de pays ont racheté les droits, dont la France, et énormément de remakes ont fleuri partout, au moins en Europe. Je sais pas si ça a également fleuri ailleurs, mais en Europe, on a eu plein de remakes. C'est un exemple qui me fait beaucoup rire parce que quand ils ont décidé de reprendre Skam, tout le monde crachait dessus, genre encore un remake, nanana, vous reprenez, ça va être de la merde. Et au final, Skam France est probablement l'une des meilleures séries françaises que j'ai vues, avec 10%. Et Lupin, du coup, et c'est surtout une des plus applaudies, en fait. Du coup, comme je vous ai dit, Skam Norvège est allé jusqu'à 4 saisons, et les 4 premières saisons de Skam France étaient centrées sur les mêmes personnages, et donc du coup, c'était exactement les mêmes histoires. Et depuis, je suis toujours floue, et depuis la saison 5, on se retrouve avec une nouvelle bande d'amis, avec des nouveaux personnages et des nouvelles histoires qu'on n'avait jamais entendues avant, et moi je trouve que c'est mieux, que ces saisons sont mieux que les saisons précédentes, mais c'est probablement parce que les saisons précédentes, je les avais déjà vues une fois, et donc les revoir une deuxième fois, ça m'avait un petit peu gonflé. La saison 7 se concentre sur le personnage de Tiffany et du déni de grossesse. Là, je vais spoiler, en fait, parce que j'aime beaucoup le personnage de Tiffany, du coup, donc ça va peut-être shifter un petit peu ce que je vais vous dire, mais moi, j'aime pas les arcs de rédemption sur les harceleurs à l'école. C'est-à-dire que Tiffany avait clairement foutu en l'air la vie de Lola dans la saison précédente, au point de pratiquement la pousser au suicide, hein, parce que bon, il n'y avait pas que ça, Lola traversait énormément de choses, mais le harcèlement n'avait pas aidé, et donc le fait de la faire passer pour la gentille la saison d'après, moi, c'est quelque chose qui me gonfle. Mais il se trouve que bon, j'ai quand même beaucoup aimé le personnage de Tiffany, donc je suis un petit peu... voilà. Un autre truc qui m'a énervée, et c'est Clarinette qui en avait parlé, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos si j'oublie pas, mais je ne me souviens pas qu'elle en ait parlé en vidéo, moi je l'avais vu sur Twitter, mais peut-être qu'elle en a parlé en vidéo. Tiffany fait un déni de grossesse, et donc du coup quand elle accouche, elle décide de faire adopter son enfant, enfin de le placer dans le système. Et j'aurais aimé voir toute une saison sur une jeune femme qui tente de se reconstruire là-dessus, et non sur une jeune adolescente qui décide de revenir sur ce qu'elle a fait, et donc d'adopter l'enfant. Je n'ai jamais vécu de déni de grossesse, je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est vrai que j'en ai un petit peu marre de voir
Ces histoires qui tournent autour de la maternité et du fait qu'une femme doit absolument être mère, du fait qu'une femme a forcément des sentiments envers l'enfant auquel elle donne naissance, que c'est pour ça que les femmes sont faites, et en tout cas cette jeune adolescente, parce qu'elle a 15-16 ans je crois. Et je sais pas, j'ai pas aimé le fait qu'elle aille récupérer son enfant. J'aurais préféré avoir une histoire où on la voit essayer de comprendre ce qui s'est passé, faire le deuil, accepter ce qui lui était arrivé, voilà, et des traumas qui peuvent en ressortir également, parce que je doute que ce soit simple à vivre, à son âge également. Donc voilà, j'aurais préféré voir ça, et c'est vrai qu'à partir du moment où elle décide d'adopter l'enfant, de le récupérer sa fille, on parle plus du déni de grossesse, en fait, on parle d'une mère adolescente, et c'était pas ce que je voulais voir. La saison 8 se concentre d'abord sur Bilal, dont on découvre qu'il a des problèmes d'argent, que lui et sa famille ont des problèmes d'argent, qu'il s'occupe tout seul de son petit frère parce que sa mère est en fait en train de travailler à l'autre bout de la France, et il se trouve qu'ils se font virer de leur appartement, et donc ils doivent survivre en attendant que leur mère revienne avec des sous. Mais petit à petit, l'histoire oublie complètement Bilal et ce qu'il traverse, et se concentre énormément sur Joe. Joe, qui est un personnage que j'aime énormément, et que j'aime d'amour, mais de la plus profonde, et on se retrouve à parler de sida, de séropositivité, VIH, tout ça. Et c'est vrai que j'aurais préféré avoir une saison sur Bilal et une saison sur Joe, plutôt que d'avoir les deux qui se rentrent l'un dans l'autre, et qui fait que des fois on oublie ce qui arrive à l'un pour se concentrer principalement sur l'autre. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ces deux saisons quand même. Ensuite, j'ai regardé la série sur les Winx avec ma petite sœur. Il n'y a rien à dire, c'était sympathique. On regardera peut-être la saison 2, mais voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard. J'ai regardé la saison 1 de Alice in Borderland. Alors ça, par contre, ça m'a retourné le cerveau. J'ai trop hâte qu'il y ait une saison 2. Alice in Borderland, c'est une série japonaise basée sur un manga, je suppose du même nom, où du jour au lendemain, plusieurs amis se retrouvent bloqués dans un jeu. Tout le monde a disparu, les téléphones sont sans service, tout ça, ils sont bloqués. Et ils doivent absolument jouer à des jeux qui mettent leur vie en danger, en fait. C'est soit tu joues, soit tu meurs, mais si tu joues, tu peux mourir quand même. Et ils doivent survivre et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, comment ils ont atterri là. Et c'était incroyable. Et il y a évidemment beaucoup de références à Alice au Pays des Merveilles, et c'était génial. Ça m'a retourné la tête, mais un truc de malade. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré tout ça, et il me faut une saison 2. J'ai un peu peur, la saison 2 va arriver bientôt je crois. J'ai un peu peur en fait d'être déçue de la saison 2, parce que des fois il y a des séries qui devraient pas faire de suite. Je suppose que le manga a eu une suite, donc voilà. Mais j'ai un peu peur que ces nouveaux jeux soient too much, ou alors qu'au final on finisse par ne jamais avoir de réponse, que par exemple ce soit annulé avant. Ce genre d'histoire, c'est ce qui arrive souvent. Donc voilà, surtout avec Netflix. Donc voilà, mais ça m'a retourné la tête. Il faut absolument regarder Alice in Borderland. Ça retourne la tête. Les jeux sont pervers, malsains, violents, qui font marcher la tête et le physique. Et le personnage principal qui a plutôt l'air d'être un loser au début de la série, genre le mec qui est toujours derrière son ordinateur et qui trouve pas de boulot et qui cherche pas vraiment de boulot, qui est toujours en train de jouer à des vidéos. Il se trouve qu'en fait c'est lui qui sauve la mise à chaque fois, parce que le fait d'avoir joué aux jeux vidéo, ça lui a beaucoup fait marcher la tête et la dextérité et tout ça, et qu'il est très intelligent en réalité. Ensuite j'ai regardé WandaVision, j'ai trouvé ça très sympa. Maintenant, comme je ne regarde pas tout du MCU, je n'ai pas tout compris, voilà, mais j'ai trouvé qu'au niveau de la narration, qu'au niveau de comment c'était amené, comment c'était filmé, de tout ce qui a été fait, je trouve que c'est une série qui a vachement réinventé pas réinventé les codes, mais qui a vachement joué sur les règles du cinéma, les règles des séries, les règles de comment on filme quelque chose et les règles de la narration. J'ai ensuite regardé The Irregulars of Baker Street, je sais pas comment ça a été traduit. Première saison, ça a été annulé juste après. J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. C'est méchant, parce que je m'attendais vraiment à un truc avec cette série quand j'avais vu la bande-annonce. Mais je ne comprends pas l'intérêt. J'ai ensuite regardé Paradise City, la saison 1. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais j'ai beaucoup aimé. Paradise City, alors ça suit un film. Je crois que le film s'appelle American Satan. Je ne sais plus du tout comment s'appelle le film. Je ne l'ai pas vu.
Donc il n'y a pas besoin, je pense, de voir le film parce que moi j'ai compris ce qui se passait. Oui, American Satan, qui est sorti en 2017. C'est un film avec Andy Biersack, je sais pas comment on prononce son nom, de Black Veil Bride. Une série surtout avec lui, avec Bella Thorne. Je suis une très grande fan de Bella Thorne. On peut dire ce qu'on veut sur ce qu'elle fait, on peut ne pas l'apprécier, tout ça, mais je trouve que c'est une excellente actrice et je trouve que c'est une femme qui travaille très dur, et même si j'aime pas du tout ce qu'elle fait niveau musique et que oui je suis d'accord, ouvrir un OnlyFans c'est vraiment pas utile pour elle qui gagne déjà plein d'argent, et que oui ça faisait de l'ombre aux travailleuses du sexe, voilà. En dehors de ça, je trouve que c'est une bosseuse, qu'elle a eu un passé assez compliqué elle aussi également, donc ça montre qu'on peut s'en relever. Elle est également dyslexique, donc ça montre aux personnes dyslexiques qu'ils peuvent s'en sortir même en étant dyslexique, que ça, voilà. Et je trouve qu'elle est une excellente actrice, et dans cette série, elle est également excellente. Et dans cette série, qui était également excellent, Cameron Boyce, je crois que ça se prononce comme ça son nom, qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois. C'est pour ça que je ne sais pas s'il y aura une suite, parce que son personnage était très important à la série. Il joue incroyablement bien. Paradise City, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un groupe de rock avec ses hauts et ses bas, et l'industrie et tout ça. Et leur vie de famille, leur amitié, et toutes les personnes qui tournent autour d'un peu tout ça. Et c'était très sympa, j'ai beaucoup adoré. C'est assez drôle parce que ils ont fait le choix, alors que Andy Biersack, Cameron Boyce et Bella Thorne, même si on n'aime pas trop, si j'aime pas ce qu'elle fait, sont tous des chanteurs, ils décident de mettre en avant d'autres artistes, d'autres groupes, et donc du coup, ce ne sont pas leurs voix quand ils chantent, ce sont la voix de d'autres artistes. Alors, il me semble que pour Andy Biersack, c'est Palace, Palais Royal, Palais Royal. C'est eux. Oui, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais comme j'écoute pas assez, je me souvenais plus de leur nom. Donc, il me semble que pour Andy Biersack, c'est Palais Royal. Et pour Bella Thorne, sur qui j'ai un très gros crush, on va pas se mentir, pour Bella Thorne, c'est la voix de Lizzie Hale. Et Lizzie Hale, c'est une autre femme sur qui j'ai un énorme crush, mais c'est surtout la chanteuse de Hailstorm, parce qu'il y a un H, qui est excellente et qui a une voix mais incroyable. J'adore ce groupe et j'adore cette chanteuse. Et dès qu'elle a ouvert la bouche, dès que Bella Thorne a ouvert la bouche, j'ai reconnu la voix de Lizzie Hale. Et genre ça m'a mis sur le cul. Je saurais pas vous expliquer, genre ça... C'était parfait. Ensuite, j'ai regardé la saison 1 de Shadow and Bones, ou Shadow and Bone, je sais jamais s'il y a un S. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de cette série, je pense que tout le monde l'a regardée. Moi, ce qu'il faut qu'on m'explique, c'est l'intérêt pour cette série. Enfin, honnêtement, j'ai pas trouvé ça ouf, j'ai pas trouvé ça vraiment incroyable. Peut-être parce que j'ai pas lu les livres, et que donc j'avais pas cette nostalgie du livre, cet amour pour le livre. Moi, j'ai seulement lu Six of Crows et le tome 1, et j'ai vraiment pas accroché. Donc vraiment, non, non. Shadow and Bones, j'ai rien à dire sur cette série. Vraiment rien. Regardez la saison 5B de Lucifer. C'était parfait. Je ne veux rien entendre. Je sais que Lucifer est loin d'être la meilleure série au monde, mais pour moi, c'est la meilleure série au monde. C'est l'une des meilleures séries au monde. C'est ma série doudou. C'est une série dont je connais les répliques par cœur, en français comme en anglais. Je suis désolée, oui, quand ça passe en français à la télé, je regarde. Je suis très attachée au personnage. Je suis très attachée à Lucifer, à Chloé. Vraiment, il n'y a pas un personnage que je n'aime pas. Et j'ai trouvé que cette saison 5B était d'une excellente qualité. Je l'ai trouvée incroyable, tout aussi bonne que les précédentes. La seule saison que j'ai pas trop aimée, c'est la saison 3 parce qu'elle était beaucoup trop longue, mais voilà. Et quand il va falloir leur dire adieu à la saison 6, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps parce que le casting nous a déjà dit plus ou moins au revoir, parce que eux, ils ont fini de filmer la saison 6. Eux, ça y est, ils ont terminé avec Lucifer. Et j'ai besoin de cette série dans mon cœur. C'est une série absolument incroyable qui me fait rire, qui me fait... Voilà, et puis j'adore cette série. Et je suis pas d'accord pour dire que l'épisode musical n'avait rien à faire dans la série, parce que je suis également une grande haters des épisodes musicaux. Je trouve que ça ne sert jamais à rien, mais là, c'était pas le cas. Il y a un épisode de Lucifer dans la 5B où ils ont décidé de faire un épisode musical, et je trouve que ça a sa place, parce que la musique a sa place dans Lucifer depuis la première saison.
Lucifer chante depuis la première saison. Il y a beaucoup de choses qui passent au travers de la musique dans cette série, et parce que il y a une raison à cet épisode musical. Contrairement à d'autres séries qui foutent un épisode musical qui va rien avoir avec l'intrigue, rien à voir avec les personnages, on fait genre que les personnages ne voient rien, que c'est tout à fait normal, et qu'on n'en reparle plus jamais dans la série. Contrairement à ça, les personnages, certains de ces personnages, des personnages en tout cas, se rendent compte de ce qui se passe. Il y a une raison derrière ça, et l'épisode musical, on en reparle jusqu'à la fin. C'est pas un truc qu'on oublie, voilà. Et c'était, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon épisode préféré parce que voilà, j'aime pas trop les épisodes musicaux, mais la voix de Tom Ellis est incroyable et c'était vraiment un épisode très sympa et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai regardé les 5 saisons de The Fosters et les 3 saisons de Good Trouble, la saison 3 n'étant pas terminée. Pour ceux qui ne savent pas, The Fosters est la première série et ensuite il y a eu un spin-off, Good Trouble. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai binge-watché ça d'une traite. Maintenant, pour moi, The Fosters est une série qui a quand même beaucoup de défauts. The Fosters, c'est une histoire qui est centrée autour d'une famille d'accueil, d'un couple de 2 lesbiennes qui s'appellent Steph Elena d'ailleurs, je ne sais pas si elle s'appelle Stéphanie, Steph Elena. L'une d'entre elles est policière et l'autre est vice-principale, c'est comme ça qu'on dit, vice-directrice dans une école. Elles ont au début de la série 3 enfants. Brandon, qui est l'enfant biologique de Steph d'un précédent mariage, et les jumeaux Jesus et Mariana qu'elles ont pris, je vais y arriver, en famille d'accueil et qu'elles ont ensuite adopté. Et vient se greffer à cette famille Callie et Jude. Callie qui a besoin d'une famille d'accueil parce qu'elle sort de détention juvénile, et Jude qui est son petit frère biologique et qu'elle ramène également dans le lot. Et c'est toute une série qui se base sur le système d'adoption aux États-Unis, les familles d'accueil, à quel point les enfants sont laissés de côté, maltraités, à quel point on ne s'occupe pas d'eux et à quel point la loi est compliquée et n'essaye absolument pas de leur trouver des familles qui parfois les mettent dans des familles d'accueil violentes ou les mettent en détention juvénile alors qu'ils n'ont pas leur place dans ces détentions, ou qu'on les écoute pas pour savoir pourquoi ils se sont retrouvés dans leur détention juvénile. En plus de ça, ça parle énormément d'homophobie également, mais pas que, on parle beaucoup de transphobie parce qu'il y a pas mal de personnages transgenres dans cette série, joués par des acteurs et des actrices également transgenres. On parle beaucoup de racisme également, on parle beaucoup de plein de choses, de violences policières, de tout ça. Et c'était une excellente série, mais qui a quand même ses défauts au niveau de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues qui ne sont jamais terminées. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas, au bout d'un moment, Steph et Lena vont faire une thérapie de couple. En 2 épisodes, c'est plié et on n'en reparle plus. La thérapie de Mariana également, on n'en reparle plus. Le club de danse de Mariana, au bout d'un moment, on n'en parle plus du tout, alors que c'était très au centre de l'intrigue à un moment donné, enfin de son intrigue à elle. Le personnage de Jack qui se fait assassiner et dont on se rend compte que la politicienne avec qui Callie travaillait a des liens avec ce qui s'est passé sur le meurtre de Jack. J'arrive plus à parler, ça fait trop longtemps que je filme. Quand on se rend compte que la politicienne avec qui Callie a travaillé pourrait être responsable de la mort de Jack, c'est un très gros bout, un très gros pan de l'histoire de Callie. Et à partir du moment où Callie s'occupe du cas d'un autre garçon pour aider un autre garçon, on ne parle plus de Jack. Je ne me souviens pas de si ils ont eu justice pour Jack. AJ, dans la dernière saison, il avoue à nouveau ses sentiments à Callie, puis ensuite on le voit plus jamais. Il a complètement disparu. Il y en avait un autre aussi qui m'avait marqué. Daphné. On sait si Daphné, elle récupère sa gamine. Enfin, je me souviens pas avoir vu... Daphné, c'était quand même un personnage super important, une jeune adolescente qui avait une fille et qui se battait pour sa fille et qui a fait justement des conneries qui l'empêchaient de la voir. Est-ce que Daphné a récupéré sa gamine? Que ça en est devenu quoi? Comment va Carmen après les mensonges qu'elle a dit? Comment va la carrière de streamer de Jude, par exemple, qui est sortie un peu de nulle part?
Une fois qu'il se fait choper après avoir fait une connerie, est-ce que ses mamans l'ont empêché de continuer? Aucune idée. Il y en avait une autre, Becca, il me semble que c'est Becca qu'elle s'appelle. Qu'est-ce qui se passe avec Becca? On l'a vu, la dernière fois qu'on l'a vue, elle allait à l'hôpital après l'incendie de Girls United. Qu'est-ce qu'il est advenu de Becca après ça? C'est plein de petites intrigues comme ça qui ne se terminent jamais. Et c'est très frustrant. Au-delà de ça, dans The Fosters, parce que je trouve que dans Good Trouble, ça s'arrête. Good Trouble, c'est la suite qui se centre principalement sur Mariana et Callie. On revoit les autres acteurs, mais très peu, c'est surtout centré sur elle. Et c'est super parce qu'on parle dans cette série-là, on parle encore plus de sujets importants, comme par exemple Black Lives Matters. Il y a plusieurs personnages non binaires, plusieurs personnages queer. On a une femme trans qui a fait l'armée. On commence à parler de polyamour également. Moi, j'ai jamais vu aucune série qui parlait de polyamour. Donc franchement, voilà, super. Mais dans The Fosters, le personnage de Mariana et le personnage de Brandon, du début à la fin, n'ont aucune évolution. Aucune. Ce sont toujours les mêmes. Ils apprennent jamais de leurs erreurs. Ils apprennent jamais des précédentes intrigues dont ils étaient le centre. Il n'y a pas une seule évolution dans leur personnage. Et je suis désolée, mais Brandon et Callie, je m'en fous complètement que Callie soit adoptée et que donc il n'y ait pas de lien de sang. C'est de l'inceste et c'est dégueu. J'ai presque terminé, enfin j'espère. Ensuite j'ai regardé la saison 2 de Love Victor. Love Victor, c'est une série qui suit un jeune homme gay qui a beaucoup de mal à faire son coming out dans sa vie au lycée avec ses amis, sa famille qui est très religieuse et tout ça. Et la saison 2 était excellente, je l'ai regardée en une après-midi. C'est une série que je conseille vraiment, c'est une série qui me touche mon petit cœur et j'adore cette série. Voilà. J'ai regardé la saison 5 de The Bold Type. Pour moi, The Bold Type, c'est une des meilleures séries qui a été faite. C'est une série très féministe. C'est une série qui touche beaucoup de sujets également. The Bold Type, c'est l'histoire de 3 amies qui bossent dans un magazine féminin du style Cosmo, ce genre de choses, Elle, Marie-Claire et tout ça. Mais c'est un magazine qui essaye pas trop de jouer sur les clichés en fait, qui essaie de vraiment dépeindre la femme comme des femmes fortes, j'arrive plus à parler, qui sont des femmes fortes, ça parle de féminisme, ça parle de tout ça, et je me reconnaissais énormément dans le personnage de Jane, et il y a également plusieurs personnages queer, on parle également de racisme, on parle de beaucoup de choses, et c'était vraiment sympa, mais cette dernière saison était nulle. Je suis désolée, mais cette dernière saison avait juste pour but de refoutre chacune des filles avec qui on les shippait le plus. Et voilà, je veux bien admettre que cette saison était beaucoup plus courte et je pense qu'ils n'avaient pas prévu d'être annulés, je pense pas. Mais c'était vraiment genre très rapide, très rushé et il se passait rien d'intéressant. Et spoiler, mais je suis désolée, pour moi Sutton et Richard n'auraient pas dû terminer ensemble pour la simple et bonne raison que si Sutton ne veut pas avoir d'enfant, ce qui est tout à fait normal, Richard ne devrait pas avoir à oublier ce rêve juste pour être avec elle. Je trouvais que ça avait été super bien amené dans la saison 4 où Sutton, après sa fausse couche, réalise qu'en fait elle n'est pas triste et qu'elle ne veut pas d'enfants. Et du coup je trouvais que la dispute avec Richard, qui a toujours voulu des enfants, était excellente parce que du coup ça montrait qu'on suppose tout simplement que toutes les femmes veulent des enfants et que même les femmes ne se posent pas forcément plus de questions de ça, de si elles veulent être mères ou non, si elles veulent être mères ou non, ça semble être la prochaine étape et j'ai trouvé que la dispute était vachement bien écrite et vachement bien rythmée et extrêmement bien filmée et qu'elle prenait vraiment aux tripes et moi je trouvais ça bien qu'ils se séparent et qu'ils divorcent parce que du coup ça montrait que bah oui, ils ont tous les deux des envies différentes et que ces envies qui sont les enfants, ce ne sont pas des envies sur lesquelles on peut faire des compromis. C'est quelque chose où il faut que les deux parties soient d'accord et le fait qu'ils n'étaient pas d'accord, et ben je trouvais ça bien de montrer cette réalité et le fait qu'ils finissent ensemble à la fin, le fait que Richard décide que de toute façon qu'il préfère être avec Sutton plutôt que de réaliser son rêve de devenir père alors qu'il était en train de remplir des papiers d'adoption. Je suis désolée, mais moi ça me gonfle. J'ai ensuite regardé la deuxième partie de Selena The Series qui retrace la vie de la chanteuse Selena Quintanilla.
je crois que c'est ça, Quintanilla, qui était une grande icône de la musique, je ne sais plus trop en quelle année, et qui est morte assassinée très jeune. Et j'ai adoré cette série, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Il me semble que certaines personnes impliquées dans cette histoire sont contre la série et trouvent qu'elle ne montre pas bien ce qui s'est vraiment passé et que la famille de Selena continue de se faire de l'argent en fait sur cette histoire tragique. Maintenant, voilà, ça là-dessus, je n'y connais pas grand-chose. Je ne connaissais la chanteuse que de nom en fait et j'avais jamais vraiment écouté ce qu'elle faisait et je ne connaissais rien de sa vie à part le fait qu'elle était morte très jeune d'une balle. Mais c'était quand même une excellente série. Voilà. Après, pour tout le reste, je ne peux pas dire, je n'en sais rien. Et enfin, dernière série, je viens de terminer ce matin la série Mixte, série française qui est diffusée sur Amazon, qui est une série qui se passe en 1963, je crois, et qui se concentre sur un lycée principalement de garçons qui décide de devenir un lycée mixte pour tenter l'expérience et voir et accepter 11 nouvelles élèves dans son lycée. C'est donc une série qui parle énormément de sexisme et de misogynie, mais également un peu de racisme, mais vraiment très peu, et d'homophobie, parce que une des personnages principales est une femme lesbienne. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, il se passe pas grand-chose, les personnages sont pas intéressants, et la plupart sont extrêmement fades. J'ai vraiment pas accroché. Et non, ça m'a vraiment pas parlé plus que ça. Cette vidéo était super longue, je ne l'ai pas encore montée, hein, mais je le ressens dans ma voix qui s'en va, dans mes mots qui ne sortent plus, dans mes phrases qui ne veulent plus rien dire, et dans mon corps qui est en train de me dire « Cécile, tu parles trop pour quelqu'un qui ne parle jamais, va te coucher ». J'espère que du coup tout ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop inutile. N'hésitez pas à me dire en commentaire les séries que vous avez regardées, les séries ou les films qui vous ont le plus marqué, ce que vous avez pensé des séries dont je vous ai parlé. S'il y a des séries que vous ne connaissiez pas et que je vous ai donné envie de regarder, ça m'étonnerait parce que bon, j'en parle pas très bien. Pareil pour les films, enfin voilà, dites-le moi. En gros, engagez la conversation, j'adore discuter avec vous. Et habituellement, si vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous n'aviez jamais vu une seule de mes vidéos, merci, vous avez du courage. Habituellement sur cette chaîne, je parle lecture et écriture, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous embrasse et moi je vais aller me coucher.